ce 5e programme de la compétition, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le réalisateur de Les Tremblements, David Depesville. Merci. Pour sa toute première projection, Oui. première mondiale du film. Et comme d'habitude, donc, pour démarrer le débat, je poserai 2 ou 3 questions. Après, je vous laisserai la parole. Donc, une première question, évidemment, un peu banale peut-être, mais cruciale aussi pour démarrer le débat. C'est autour de l'élément le plus important du film, c'est-à-dire celui de la voix off, que tu utilises d'une manière étonnante. C'est une voix à la fois omnisciente, extérieure, qui englobe plusieurs temporalités, qui est à l'intérieur, à l'extérieur aussi du récit. On pourrait en parler longtemps et j'ai plusieurs questions à ce sujet-là, mais là, déjà, je voulais savoir, est-ce que c'était justement ce travail d'écriture aussi de la voix off, le premier élément qui t'a poussé vers la réalisation du film? Oui, je ne sais pas si c'est le premier élément, mais effectivement, sur mon film d'avant, au tout début, j'avais tenté d'y mettre une voix off. Et je n'y suis pas arrivé. Le film rejetait en permanence ce principe-là. Alors que je tenais à l'idée d'une voix off, donc je me suis mis à écrire Les Tremblements avec ce principe de mise en scène dès le début. Il faut savoir que Les Tremblements, au tout début, je l'ai écrit comme une nouvelle. Je ne savais pas encore que j'allais en faire un film. J'ai écrit avec une certaine tentation littéraire. Mais ce n'était pas un scénario du tout. Et donc, avec l'idée qui germe d'en faire un film, et en l'adaptant, cette nouvelle, en scénario, forcément, il s'est reposé la question de la voix off, comment je transcrivais des impressions qui étaient dans la nouvelle, mais qu'il fallait alors mettre en scène dans Les Tremblements. Et donc, la voix off est née d'un échec dans un autre film et de ce commencement littéraire. Et donc, ça me plaisait de garder comme un chœur antique, si tu veux, cette voix qui vient, qui est ni personnelle, c'est pas je, c'est parfois il au pluriel, parfois que Emmanuel, de plus en plus on se concentre sur Emmanuel. Et effectivement, j'aimais bien l'idée que ça construise plusieurs temporalités, que ça vienne comme ça donner des couches aux images. Par exemple, à la sortie de l'église, quand on dit cette musique est réellement passée, je demande à penser à la fois quand ils étaient dans la voiture, à la scène qu'on ne vient pas de voir de la musique dans l'église, et le moment présent où cette pensée... Bon, ça m'intéresse beaucoup de donner des couches, des superpositions d'époque à l'intérieur d'une même image. Donc, tout à fait, un véritable principe de mise en scène, Oui. parce que, comment dire, on a accès aussi à des images qui ne sont pas forcément à l'écran, mais qui donc élargit, donnent aussi du profondeur aux images. Mais je voulais savoir justement comment a influencé la mise en scène du film, la présence constante de cette voix off. Bon, c'est un drôle de truc parce qu'au tournage, du coup, j'avais enregistré préminuté le texte de la voix off. Et donc, je dirigeais un peu les comédiens et l'équipe un peu dans ce sens-là. Là, j'ai besoin de 30 secondes entre ces deux gestes-là pour caler la voix off. Mais tout ça n'était qu'une idée un peu théorique parce qu'après, au montage, évidemment que ça se réécrit un tout petit peu. D'un seul coup, le texte que j'avais prévu est trop long, donc on le raccourcit. Donc, le temps que j'avais prévu au tournage se retrouve être un peu trop long. Enfin, donc il a fallu construire cette chose de manière presque un peu musicale, comme si la voix off était un motif musical. Et donc à quel moment on le fait démarrer, quand est-ce qu'on le retire, est-ce que là le motif est trop long ou pas? Oui, c'était presque la composition musicale. Et pourquoi le choix donc d'aller vers aussi un personnage, celui d'Emmanuel? Donc Oui. pourquoi le fait d'aller vers une voix aussi qui est quelque part aussi associée à un seul des 3 frères? C'est venu un peu de manière instinctive. J'aimais bien l'idée de ne pas savoir au début exactement de qui parlait cette voix off ou d'où elle provenait.
Et comme dans un espèce de lent travelling avant, d'un seul coup, on resserre de plus en plus sur un personnage, sur un des 3 frères. Mais je ne sais pas si on comprend tout le temps. Par exemple, je pense qu'on met du temps à comprendre qui est Emmanuel des 3. Mais ça me plaît, ce trouble-là, de demander aussi au spectateur d'être actif et de conquérir un peu. Je lui donne à la fois à montrer et à entendre. Et donc, comment on fait avec ces 2 infos? Bon, c'est un vieux principe, hein, j'invente rien du tout, mais ça m'intéressait de m'inscrire dans cette tradition-là, de réflexion, ce rapport texte-image, tout ça. Bon. Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi revenir au format moyen-métrage après avoir fait un long-métrage, et c'est quoi vraiment les différences entre l'écriture de scénario pour vous entre long-métrage et moyen-métrage? Bon, il y a plusieurs raisons. Déjà, moi, il n'y a pas du tout de hiérarchie dans les formats, donc je ne m'interdis rien si je dois faire un cours ou si j'ai quelque chose à raconter et à montrer qui fait telle ou telle durée. Je vais essayer de ne pas me l'interdire. Je ne me dis pas, bon, tu as déjà fait un long métrage, donc ne fais que du long métrage. En plus, je savais, ça avait été long pour faire Astrakhan, mon long métrage. Je savais que le prochain long allait sûrement être long. Et moi, j'ai envie de tourner, de pratiquer, d'expérimenter. Et j'avais ce texte-là qui faisait une 40aine de minutes. Je me suis lancé, quoi. Et puis, mais ça, je ne l'ai pas pensé consciemment, mais comme entre-temps, j'ai changé de producteur, peut-être que c'était aussi un moyen d'apprendre à se connaître, je ne sais pas. Mais je ne l'ai jamais formulé comme ça. Parce que ce scénario-là, des tremblements, je l'ai écrit avant Astrakhan. C'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un espace possible pour le faire, et je ne me suis pas dit « Ah mais zut, c'est un moyen-métrage alors que tu as fait un long ». Pas du tout. Il se trouve que j'avais envie de raconter et de montrer cette histoire qui faisait ce format-là. Qu'est-ce que ça a amené, le fait de faire comme un film muet, du coup, sur le tournage, à part l'apport de ta voix off que tu mettais de temps en temps, mais ça doit créer un climat très particulier quand même. La direction des acteurs. Oui, mais c'est vrai que c'est particulier, mais c'est comme si j'avais toujours la petite musique en tête, et donc du coup je l'ai guidé un peu comme ça. Les comédiens aussi avaient cette petite musique, puisque tout était écrit toute cette voix off était écrite dans le scénario, et donc j'ai l'impression qu'on se laissait traverser par cette voix et que on se guidait tous là-dedans, mais c'est vrai que c'était une ambiance particulière. Je me souviens avoir dit à Bastien Bouillon, j'ai un rôle à te proposer, mais c'est un rôle très physique. Bon, en fait, mais je voulais dire par là, pas parlant, quoi, en fait. Et du coup, à chacun, il fallait quand même une présence corporelle, physique, très forte ou immédiate pour pallier à l'absence de dialogue ou pour se rattacher à ça. Il fallait qu'il soit physique. Il y a 2 moments très forts dans le film qui concernent justement les mains. Les mains de la mère et la main du père au cimetière. Et ce qui me fascine de ce petit geste-là, c'est aussi le mystère qui va avec, notamment le mystère de la mère, à laquelle on n'a vraiment pas accès, parce que la seule chose qu'elle dit, on ne l'entend pas. Et le mystère aussi de ces mains qui n'arrivent pas à retenir celle de ses 3 fils. C'est un vrai mystère. Moi, peut-être c'est pas vraiment une question, mais ça m'intéresse de savoir, est-ce que dans ce travail sur le film, et donc des petits gestes, est-ce que c'était quoi aussi la place effectivement de la mère dans ce film-là? Et donc du hors-champ par rapport à tout ce qui est non dit et qui même la voix off ne connaît pas. Parce que la voix off n'est pas non plus dans le film parfois, et il dit, je sais, il ne sait pas. Oui. Mais moi-même, je ne sais pas. Pourquoi elle retire... Pas pour donner une explication, hein, c'est vraiment plutôt le travail du hors-champ, mais notamment par rapport à la mère. Mais
la mère, pour moi, était le personnage central là-dedans. C'était cette figure féminine autour de laquelle gravitent que des figures masculines. Et comment on fait quand cette figure-là nous est enlevée, disparaît. Il fallait observer ces hommes se débattre avec cette absence, mais la béance première, c'est son absence à elle, donc, et à la fois sa présence. Et du coup, moi je suis très ému par les plans de main. J'adore ça, je crois qu'on a un goût ensemble pour Bresson. Et... Bon, voilà, ça m'émeut, donc j'aime filmer les mains. Mais pourquoi elle la retire? C'est pour ça que je fais poser aux 3 garçons dans le plan d'après. Ah bon, mais vous aussi, blablabla. Je ne sais pas pourquoi elle la retire. Et donc, je laisse cette interrogation. Je suis exactement à la même place qu'au spectateur. Là, pour le coup, je ne joue pas au malin, en avance ou en retard, quelque chose que je sais et puis avec lequel je m'amuse. Pas du tout. Je suis à la même place que vous à ce moment-là. Et puis, comme je disais, moi, c'est vrai que j'aime bien l'idée peut-être d'un film physique. Et donc, il faut qu'on touche la pierre tombale. Et je me souviens qu'au montage son, dessus, on a mis le son d'une caresse sur la peau. Pas du tout un son crédible de pierre, mais d'une caresse sur la peau. Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ben si, justement pour le truc charnel, quoi. Et j'aime bien penser comme ça. Astrakhan était déjà un peu comme ça. Il y avait un rapport à la peau. Vous avez fait un film d'une extrême sensibilité, avec beaucoup de pudeur. Merci. Et vous faites exister cette famille par le hors-champ et par le voix-off, ce que vient de dire le monsieur. Et la question que je me posais, si ce n'est pas indiscret, puisque vous êtes parti d'un texte littéraire avant de faire un scénario, comment vous est venue cette idée de scénario littéraire? Si c'est pas indiscret. Non, c'est pas indiscret, mais moi, je sais jamais comment naissent exactement les idées. Ça part d'observations personnelles, mais je sais aussi que mes inspirations, je les pioche dans mon expérience de spectateur de cinéma. D'un seul coup, je peux regarder L'arrière-pays de Jacques Nolot ou La gueule ouverte de Piala. Et puis d'un seul coup, il y a un plan ou une séquence qui va me bouleverser. Et de là, je vais commencer une enquête. Pourquoi ce plan ou cette séquence me bouleverse? Et j'essaie de voir comment ça arrive jusqu'à moi et comment j'ai envie de la retranscrire, cette émotion. Et donc vraiment, mes inspirations viennent parfois du cinéma. Et j'aime les films qui dialoguent avec les autres films en plus. Donc ça donne tout un micmac dans ma tête des allers-retours entre moi et les films que j'ai vus, entre moi spectateur et le réalisateur. Et ça donne cet espace-là. C'est comme ça que naissent les histoires chez moi. Par une obsession d'une idée, et je me dis, mais je ne comprends pas pourquoi je suis ému. Et du coup, je commence à chercher, à creuser pour m'exprimer et le faire en film. Je ne sais pas si c'est très clair. Si ? Je souhaitais poser une question justement sur ce tremblement. Ça a été repris donc dans le titre. Donc je pense que c'est très important, mais vous voulez donner quelle signification réelle à justement ce tremblement récurrent qui au début est discret et puis qui s'amplifie forcément oui, c'est avec vrai. la mère, avec la mort de la mère. Merci. Mais c'est presque à vous de me le dire. Non, moi j'ai ma petite idée, je me raconte mon histoire, mais après j'espère que les spectateurs se font la leur sur ces tremblements. Est-ce que c'est, justement, on parlait d'émotions juste avant, est-ce qu'il y a un trop-plein d'émotions qui se traduit comme ça? Est-ce qu'il y a une maladie plus grave, dégénérative en cours de route? La seule chose que je sais, c'est que je ne voulais pas qu'on pense, peut-être qu'on y pense, à quelque chose de la toxicologie. Je ne voulais pas qu'on pense à un manque ou à un... Bon, c'est très difficile parce qu'on peut y penser. Donc on a cherché avec Bastien
une sorte de tremblement qui faisait pas le mec en manque. C'est très subtil à trouver. Là aussi, c'était une manière, aussi par les tremblements, c'est-à-dire que sous le premier drame se cacherait un éventuel deuxième drame qui serait la maladie de ce frère. Et que le titre vienne mettre en avant cette sous-couche, il y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans. Et c'est toujours ce rapport au corps, faire que ça soit physique. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire de l'un des personnages quelqu'un qui a réellement des réactions physiques. Mais après, libre à vous de les interpréter, ces tremblements. Je ne voudrais pas enfermer le truc. Et on pourrait définir ton film aussi comme un film sur la fratrie et en général, oui, sur une représentation de la masculinité qu'on n'est pas souvent habitué à voir à l'écran, je trouve. Donc un endroit de sensibilité, de fragilité. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient au cœur? Est-ce que c'était quelque chose que tu souhaitais justement? Oui. Ouais, non, c'est très important pour moi de ça, dès l'écriture, de mêler quelque chose de l'ordre de la crudité avec la sensibilité. Je voudrais pas du tout quelque chose de sadique ou que ça m'intéresse pas du tout. J'ai besoin d'y mettre de la sensibilité, mais avec une forme à la fois crue et pudique. Enfin, je sais pas comment je fais cette tambouille, mais c'est très important. Je suis vigilant là-dessus dès l'écriture, en fait, à ce que la sensibilité apparaisse et que ça soit pas que des bon, attention, elle va mourir, lui, il tremble. Enfin, il n'y a pas ce volontarisme-là. À chaque fois, j'ai envie d'une douceur dans des choses qui peuvent paraître brutes ou peut-être pas violentes, mais rêches, en tout cas. J'aime bien. C'est important pour moi qu'il y ait de la douceur et de la sensibilité là-dedans. Justement, moi, je pense que ton film, c'est aussi un film sous la pudeur et qui démontre aussi la différence qu'il y a entre froideur et pudeur. C'est qu'il y a un endroit, comment dire, c'est vraiment une distinction qui peut être parfois subtile parce que là, bien sûr, on a l'utilisation de la voix off, donc une mise en scène aussi qui a aussi une mise à distance. Oui. Mais qui en même temps interroge par les détails, par la voix justement, par le hors-champ, par la sensibilité, cette question de la pudeur. Donc est-ce qu'une question aussi d'un jeu de mise en scène que tu avais dès le départ, parce que comme c'est un film vraiment, c'est pas peut-être un film sur la mort, mais en tout cas la disparition de la mère est au centre de ce film. Oui. Et donc une vraie interrogation qui est allée avec, parce que filmer, comment dire, frontalement. Oui, c'est ça, parce qu'on parle du hors-champ, mais à la fois j'ai l'impression que je montre beaucoup. Enfin, tu vois, les râles de la mère ou je sais pas quoi. Je m'empêche pas une certaine frontalité. Oui, mais c'est une frontalité où il n'y a pas de sadisme. Non. Qu'on pourrait trouver typiquement chez, par exemple, certains cinéastes autrichiens. Ouais. Donc le détail en plus. Oui. Enfin, je pense par exemple à Amour de Haneke que moi je détestais. Parce que je me souviens surtout de ce moment où Emmanuel Riva commence à perdre la mémoire et tout. Il y a une scène sur le pont d'Avignon, un morceau en tout cas elle est obligée de répéter, elle n'arrive pas. Oui, il pourrait y avoir une forme de complaisance. Et puis en général, dans tout un certain cinéma, de filmer ça et donc d'aller forcément dans un souci soi-disant de réalisme, d'aller dans le détail, donc le sang, dans la dégradation du corps, oui. Et voilà, donc la durée aussi des plans et de certains plans, les gros plans sur ceux qui pleurent, par exemple. Voilà, donc il y a tout un tas de questions de mise en scène qui sont là et c'est très difficile de trouver cet endroit-là et je trouve que ton film, il arrive vraiment à le faire. Merci. Non, c'est vrai. Pourquoi ce sujet, s'il vous plaît? Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Il fait écho à quelque chose? Je sais pas si oui, forcément. Enfin, comment dire? C'est à la fois personnel et je pense assez universel. Je ne sais pas si tout le monde a été confronté à la perte d'un cher ou le sera. Et donc, ça m'intéressait d'interroger justement ce truc
qu'on a tous en commun, qui sera l'expérience de la perte, quoi. Je ne me suis pas dit oh là là, tu es en train de manipuler un truc important ou je sais pas quoi. Il se trouve que j'ai observé des choses autour de moi qui m'ont ému et que j'ai eu envie de retranscrire. L'expérience du deuil, c'est aussi une expérience de vérité. Oui, complètement. Et puis encore une fois, je m'intéressais beaucoup à l'idée de fratrie, et donc je me disais qu'en faisant disparaître la mère, cette figure si importante là pour le coup, tiens, d'observer ces hommes entre eux, comment ils font, comment ils se débattent avec cette absence. Je crois que le temps à disposition est terminé. Merci beaucoup. Merci David. beaucoup, merci.